Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Florian Jacques, donc je vais vous présenter, vous introduire à cette conférence. Je suis étudiant doctorat à l'ISMER sous la direction de Jean-Carlos Montero Serrano et j'étudie la dynamique sédimentaire de canyons sous-marins. Donc, merci à vous d'être venus pour cette conférence qui a lieu pour le 25e anniversaire de l'ISMER UCAR et qui s'intitule Exploration scientifique et photographique dans le Saint-Laurent. Donc, pour cette conférence, Jean-Carlos Montero Serrano, Jean-Christophe Lemay, Dany Dumont et John Sullivan vont nous présenter leur projet de recherche qui marie sciences de la mer et photographie. Donc, je vais commencer par vous introduire, vous présenter qui sont les conférenciers et conférencières. Donc, Jean-Carlos Montero Serrano est professeur de géologie et géochimie marine à l'ISMER depuis 2012. Il vient du Venezuela et il a fait aussi des études en France et en Suisse. Et ses principaux champs d'intérêt, ce sont la dynamique sédimentaire, le traçage des polluants dans les eaux de l'estuaire maritime et du golfe du Saint-Laurent, ainsi que de l'Arctique, et également la paléoclimatologie. Donc, on a Jean-Christophe Lemay, qui est photographe, qui vient de l'Ontario et qui est arrivé au Québec, à Rimouski, pour faire ses études en biologie à l'UQAR. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à prendre des photos pour documenter ses sorties de plongée. Et c'est à partir de 2019 où il a voulu faire de sa passion son métier et qu'il s'est lancé vraiment dedans. Et donc, sa spécialité, c'est la photographie de la faune et voilà, la photographie animale. Ensuite, on a Dany Dumont, qui est professeur à l'ISMER en océanographie physique depuis 2011, donc, qui a commencé son parcours en tant que physicien et en essayant de modéliser et de faire de l'analyse de données pour comprendre la dynamique de la banquise. C'est après être arrivé en tant que professeur d'océanographie physique à l'ISMER qui s'est focalisé un peu plus sur du travail de terrain pour comprendre comment fonctionnait la banquise. C'est également un chercheur qui est engagé parce qu'il était ancien directeur du réseau Québec Maritime et il est actuellement directeur scientifique associé du programme Transformer l'action pour le climat. Et enfin, John Sullivan, elle est photographe et archiviste engagée pour le climat également. Et en fait, elle a un parcours particulier parce qu'elle a commencé sa carrière avec une maîtrise en santé publique à Harvard. Et elle a ensuite passé environ 20 ans en Afrique à travailler pour les Nations Unies pour aider aux crises humanitaires et sanitaires. Et c'est après, elle est revenue au Québec en 2008 pour également se lancer dans la photographie qui était sa passion. Et donc, elle a commencé à documenter la transition énergétique. Et après avoir fait des études d'art appliqué à l'UQAR entre 2019 et 2021, elle a recherché une expression artistique plus fluide dans laquelle les faits scientifiques semblent portés par l'intuition. Et donc, on va commencer les présentations, tout d'abord par Jean-Carlos et Jean-Christophe, qui vont nous présenter, qui eux s'intéressent aux opérations océanographiques et à la dynamique des canyons sous-marins de Pointe-des-Monts. Et ensuite, on poursuivra par Dany et John, qui s'intéressent à la glace de mer et aux espaces marginaux et liminaux. Donc, ils vont avoir chacun 30 minutes environ. Donc, ça va faire en tout deux présentations qui vont cumuler 1 heure. Et ensuite, on va pouvoir passer à des périodes de questions. Donc, le public qui voudra poser des questions, vous aurez juste à vous lever et puis à venir parler au micro pour poser vos questions. Également sur le Zoom, vous pouvez poser des questions, que ce soit sur le chat, et je les dirai à voix haute, ou en prenant la parole. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Carlos. Bon, merci tous d'être là. Comme Florian l'a dit, je viens de Venezuela, donc j'ai un fort accent espagnol. Mais bon, l'idée, c'est de réussir à passer le message. Et là, je suis là dans cette belle journée d'été. Alors, merci d'être là, vous.
Alors, je vais parler un peu sur les risques naturels qui sont associés à la remobilisation sédimentaire et les impacts sur la dynamique des producteurs primaires dans l'estuaire maritime de Saint-Laurent. À cause du temps, je vais juste me concentrer sur les risques naturels qui sont associés à la remobilisation sédimentaire. C'est ça, ceci, il fait partie d'un gros projet en fait, qui était financé par le réseau Québec Maritime et le réseau pan-canadien MIOPAR, dans laquelle il y a plusieurs universités qui participaient, l'Université de Nouveau-Brunswick, d'Annecy, la Commission géologique, l'UQAR, l'Université Laval et l'ISME-UQAR. Alors, peut-être que vous le savez, en fait, nous, on a tous des cellulaires, on a Internet, mais en fait, la Terre est connectée par des câbles sous-marins. Alors, il y a les satellites, mais il y a aussi les câbles sous-marins. Et ceci, l'histoire n'est pas épargnée de ça. Alors, ici, on a à peu près trois câbles sous-marins, en fait, qui sont gérés par Hydro-Québec et TELUS. Sont surnommés Sunoke, Sunoke 1 en 1999, Pointe Père Vekoma, on a Big Forestville, Sunoke 2, on a Sunoke 3 qui était installé en 2024, Saint-Anne-des-Monts, cette île. Et on a aussi Cogine en 2005 qui va de Anse-Beaufils aux îles de la Madeleine. C'est ce que vous savez pas peut-être, vous le savez pas peut-être, c'est que ces câbles, ils passent par d'énormes structures géologiques, en fait, qui sont un peu réparties dans tout l'estuaire maritime et le golfe de Saint-Laurent. Par exemple, prenons les cas ici au Sescuma, on a différentes incisions, en fait, dans le plancher de l'estuaire qu'on renomme des canyons sous-marins. Alors, les canyons sous-marins, c'est vraiment des longues autoroutes dans lesquelles il y a beaucoup de transit de sédiments. Ces sédiments-là, des fois, ils proviennent par des rivières, comme c'est le cas ici, mais aussi par les courants côtiers. Il y a certains de ces canyons sous-marins, en fait, comme par exemple Manicouagan, c'est principalement la rivière, en fait, qui apporte ces sédiments-là, pareil qu'à Godbout. Mais il y a aussi, à Point-des-Monts, différents canyons dans lesquels il n'y a pas de rivière. Alors, il n'y a pas, les sédiments non plus, ils ne sont pas apportés par des courants côtiers. Là. Alors, on s'intéresse principalement, en fait, sur la dynamique de ces canyons sous-marins et comment ceci pourrait représenter un risque pour les infrastructures sous-marines. Alors, ici, une vidéo de nos collègues de l'IPGP à Paris qui vous montre, en fait, un peu la puissance de ces courants turbidiques ou de ces avalanches de sédiments. En fait, c'est vraiment comme des avalanches de neige, mais sous-marines, en fait. Alors, ces avalanches-là, ils ont le pouvoir, en fait, de ramasser tout ce qui est dans leur chemin, là. Et ça remet en suspension des énormes quantités de sédiments, en fait. Alors, je ne suis pas sûr, en fait, que la plupart de nos décideurs, ils connaissent l'activité récente au passé de ces événements-là. Alors, au large de Point-des-Monts, on a aussi, en fait, le phare de Point-des-Monts. C'est un phare historique. En fait, c'est le 12e phare le plus ancien de Québec, après celle de l'île Verte, qui était érigée en 1806. Et celle-là, il était érigé entre 1829 et 1830. Alors, il est souvent visité par les touristes. C'est ce que les touristes ne savent pas, c'est qu'au large, on retrouve ces énormes canyons sous-marins. Ces canyons sous-marins-là, ils sont d'une longueur à peu près de 4 km. Ils varient d'une profondeur qui va de 50 à 300 mètres de profondeur. Alors nous, dans ces projets-là, on a utilisé différents projets de différentes disciplines afin, en fait, de rendre l'invisible visible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rendre l'invisible visible? Ça veut dire qu'on a conformé différents projets de recherche avec différents étudiants de différentes disciplines pour faire une démarche transdisciplinaire. Ça veut dire qu'on a on utilise les connaissances et les compétences de différentes disciplines et on les met ensemble pour étudier la dynamique d'un système. Alors, dans ces cas-là, il y a Florian, en fait, qui est à l'ISMER, qui étudie les fluorescences algales nuisibles, mais aussi les processus sédimentaires qui vont dans le canyon. Il y a Hannah Shaper à l'Université de Nouveau-Brunswick qui a étudié la productivité primaire
Kouloud Bakara qui a étudié les processus hydrodynamiques. Il y a David Didier, qui est professeur à l'UQAR, qui s'intéresse plus aux processus qui passent entre la côte et la plage, en fait, ou comment les sédiments ils bougent, comment les plages ils se rechargent, en fait. Et il y a Camille Vernier et Tina Lapren-Praten, qui sont en création littéraire. Alors, Tina et Camille nous ont accompagnés dans les différentes missions à bord du Coriolis. Alors ici, il y a une image, en fait, une image d'une prise par drone. En fait, on a fait des levées par drone et on a aussi mis des détecteurs de vagues pour voir, en fait, comment les vagues ils remobilisent les sédiments. Si on regarde bien ces photos-là, on se croyait qu'on est à Cuba, par exemple. Mais non, on est vraiment sur la côte nord. Par la suite, on a utilisé les bateaux de recherche Coriolis 2 en 2020, 2021 et 2022 pour aller cartographier les fonds marins. Alors ça, c'est dirigé par mon collègue de la commission géologique, Alexandre Normandou, et par mon étudiant Florian Jacques. Alors c'est ce qu'on a fait en fait avec Coriolis pendant ces 3 années consécutives. C'est de répéter, en fait, cartographier la même zone chaque année. Et ça nous permet vraiment de voir, en fait, ça. Par exemple, c'est de voir, en fait, que les sédiments, ils bougent, en fait, à chaque année. Alors, par exemple, ici, on a une figure qui est tirée de la thèse de doctorat de Florian, en fait, qui démontre, en fait, que dans l'année 2020-2021, en fait, 2022, on voit, en fait, que les sédiments, ils ont bougé, en fait. Ils ont bougé à peu près entre 20 à 50 mètres. Ça vous donne une idée, en fait, de la force de remobilisation de ces courants, de ces avalanches de sédiments. On a aussi prélevé à l'aide d'un carottier à boîte. En fait, un carottier à boîte, c'est comme une boîte de 50 par 50 centimes qui permet en fait de récupérer une réplique de l'interface eau-sédiment dans l'estuaire. Alors, quand on l'amène à bord, on la découpe et on insère différents petits tubes plastiques pour amener une réplique de cette interface eau-sédiment au laboratoire. Et c'est ce qu'on observe ici, par exemple. Il y a des couches très sableuses intercalées par la bouette ou des sédiments plus fins. Là. Alors, cette couche sableuse, il témoigne en fait de l'activité récente des canyons. En fait. Ça veut dire que on a vu par la cartographie répétée que ça a bougé. Et là, en fait, on voit vraiment c'est quoi en fait les produits de ces remobilisations-là. On a aussi déployé un mouillage avec un profileur de courant acoustique effet Doppler. Alors, c'est long les noms, mais qu'est-ce que ça fait en fait cet instrument-là? Il regarde vers le haut, vers la surface, il regarde aussi vers les fonds. Alors, c'est ce qui permet, en fait, il permet de mesurer la vitesse à laquelle l'eau se déplace dans la colonne d'eau. On a aussi ajouté des détecteurs de température et salinité, mais je ne vais pas en parler dans cette présentation. Et on a installé ces mouillages-là vraiment dans l'autoroute de ces canyons-là, en plein centre. Ces données-là, ils étaient traitées dans le cadre de la thèse de Kouloud Bakar ici à l'ISME. Et pendant les années dans lesquelles le mouillage était dans l'eau, on a détecté en 3 février 2021 qu'il y a un événement de remobilisation. En fait, ici, on voit vraiment un panache de sédiments qui remonte jusqu'à peu près 25 mètres du fond, avec une vitesse de 30 centimes par seconde. Alors, après, quand on regarde vraiment les conditions météorologiques de cet événement, un peu avant de cet événement, on voit en fait que cet événement-là, il se produit pendant une tempête hivernale, avec des vélocités de vent qui vont jusqu'à 60 km par heure, avec une hauteur, une direction des vagues qui va de l'est à nord-est, avec une hauteur à peu près de 4,8 mètres. Il se produit aussi pendant une marée descendante. Alors, toutes ces conditions-là réunies ont fait en sorte que ça a pu activer en fait la remobilisation des sédiments dans le fond. Et des conditions similaires à celles-ci ont été observées aussi par Alexandre Normandou et ses collaborateurs dans les années précédentes. Alors ça peut être vraiment une cause
de la remobilisation des sédiments dans les canyons à point de mont. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, lui, il n'est pas alimenté par des rivières. Il y a mon collègue aussi, Daniel Borgo, qui s'intéresse aux sondes internes aussi, ou en fait, à la mécanique des fluides. Alors, on a aussi scanné la colonne d'eau. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi, c'est qu'il y a aussi des grandes vagues sous-marines, en fait. On a des surfeurs ici, ils seraient contents de surfer des vagues de 20 mètres. Alors, c'est ça. Alors, ces vagues-là, ils se produisent. Je ne suis pas physicien, c'est ce que Daniel m'a dit. C'est que ces vagues, ils se produisent par le frôlement de deux masses d'eau de densités différentes qui se mélangent là, ils se produisent à marée descendante. En fait, quand il y a des changements de marée, en fait, le changement de marée fait en sorte que ces deux liquides de densités différentes, ils vont se frôler un par rapport à l'autre et ça va produire en fait cette vague à l'intérieur de la colonne d'eau. Alors ces vagues-là, avec cette hauteur-là, ils peuvent frapper en fait les parois des canyons sous-marins et par la suite aussi remobiliser les sédiments. Ça peut être aussi une cause, pourquoi en fait, parce que Florian, dans sa thèse et dans les carreaux de sédiments, il voit en fait comme si les sédiments, ils sont toujours remobilisés en fait, un peu. Ils se remobilisent un peu et après, à un moment donné, quand il y a une grosse avalanche, ils se remobilisent d'un seul coup. Alors, nous, on pense en fait que le canyon est toujours actif. Il est toujours actif à cause de cette vague qui se produit dans la colonne d'eau. Je ne vais pas dire pas plus que ça. J'espère que c'est bon. Alors, la beauté, en fait, de ces missions-là, c'est qu'on a mélangé des étudiants en géologie, en océanographie, avec des étudiants en lettres, ici à Lucar. C'est ça, ça a permis, en fait, aux étudiants de lettres de se familiariser avec les opérations qu'on faisait à bord du Coriolis. Et ça permettait aux étudiants de géologie d'apprendre un peu comment vulgariser un peu plus la science, en fait. Avoir un autre regard, en fait, pour faire passer le message, en fait. Alors, ici, par exemple, on voit Tina en train d'écrire, on appelle ça des géopoèmes ou des extraits littéraires là, par rapport à ce qu'ils voyaient à bord. Et au cours de la soirée aussi, les étudiants étaient tous mélangés et ça permettait vraiment de fomenter en fait, les échanges entre les deux disciplines. Alors, c'est ce qui s'est permis, en fait, c'est qu'on a réussi à publier un carnet littéraire qui mélange un peu la science de la mer et les lettres. On a nommé ce carnet-là Maillet les Sœurs, en fait. Ce carnet-là est dirigé par les professeurs en lettres ici à Lucar, Camille Delaurier et Catherine Limens. Et aussi avec la participation de Camille Bernier et Tina Laprème-Pratin, étudiants. Il y a dans ce carnet-là, si vous voulez le feuilleter, il est ici, il est disponible à la librairie Vénus. Il y a plusieurs photos qui sont de Jean-Christophe Lemay, qui étaient éditées par l'édition L'écume. Alors là, je vais vous lire un peu un extrait de Tina, en fait, qui décrit bien notre mission, en fait. Elle dit, l'écosonde permet au navire de cartographier les planchers marins. La mesure et les sons une trajectoire, un itinéraire qui comprend parfois des arrêts forcés, des imprévus, des accidents, une fausse note, du bateau au ventique, du ventique au bateau. Entre les sons de choc réside le silence que je n'entends pas, un tempo qui forge l'histoire, une musique topographique. Alors, ça résume bien parce que l'écosson, ça nous permet bien de cartographier les fonds marins. Les bateaux, ils font un bruit, en fait, ils émettent une onde qui va frapper les fonds marins, l'onde, il revient. Mais à un moment donné, on entend l'onde, mais à un moment donné, l'onde, il se dissipe dans la colonne d'eau. Alors, c'est comme si c'était une note musicale. Il appelait ça une musique topographique. Finalement, je vais finir ma conférence ici avec cet extrait de Jean-Claude Amessa, en fait, sur les épaules de Darwin. Alors, approcher la science par la littérature, par des œuvres proches, par leur thème, nous dispose à mieux comprendre l'intérêt de la science et de ses données, ça veut dire les articles scientifiques ou les monographies. Il transforme notre attention, en fait. C'est ça. Alors, des fois, nous, les scientifiques, on est comme trop à l'intérieur de nos données, mais des fois, il faut comme regarder les choses différemment
pour essayer de vulgariser la science qu'on fait. Alors, avec ça, je donne la parole à Jean-Christophe Lemay. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, évidemment. Puis merci également à Jean-Carlos pour l'invitation, à la fois au courant de la mission. D'être sur le bateau, c'est quand même un beau privilège et une belle opportunité. Puis d'être ici ce soir pour vous présenter un peu le volet photo, c'est quand même un beau privilège également. Pour essayer de résumer un peu quel était mon mandat sur le bateau, je me suis dit que j'allais vous présenter un peu la journée typique d'un photographe sur le bateau. Fait que mon mandat principalement, c'était de, oui, documenter tout ce qui se passait d'un point de vue scientifique, mais essayer d'aller chercher un peu aussi les coulisses de ce qui se passe sur le navire. Fait qu'on a un équipage sur le Coriolis 2 qui travaille extrêmement fort, on a des étudiants, on a une équipe de sciences, puis tout le monde travaille pour que la mission soit un réel succès. Puis moi, mon mandat, c'était d'un peu être une mouche sur le bateau, puis photographier tout ce qui se passait, puis de rendre tout ça naturel pour que les gens connectent vraiment avec les scientifiques et les humains qui sont derrière toutes les données qui nous sont présentées dans les présentations des scientifiques. Oui, ça commence fort. Généralement, ma journée commence 1 heure avant que le soleil se lève environ. Pourquoi 1 heure avant que le soleil se lève? D'abord parce que ça me permet de me réveiller. Je prends 2 cafés, puis après ça, la journée est startée. Mais surtout parce qu'il y a des belles couleurs qui apparaissent avant le lever du soleil. Donc, 30 minutes avant que le soleil traverse l'horizon, on a vraiment des beaux paysages, on est capable d'avoir une belle lumière. Puis il y a aussi des moments comme ceux-là qui font partie des routines matinales de tout le monde sur le bateau. Ça peut être du yoga sur le pont arrière en contemplant le lever du soleil, mais ça peut être aussi juste le petit café à la cafétéria. Et ces moments-là auxquels on n'a pas accès, nous, comme êtres humains qui ne font pas forcément partie de la mission, bien, c'est intéressant de les avoir en photo parce que ça ajoute aux données scientifiques et aux photos des opérations qui ont lieu sur le bateau. C'est une des raisons pour laquelle ma journée commençait généralement très tôt puis se terminait plus tard. Après avoir pris les cafés puis avoir déjeuné, ça, c'était probablement une des salles que je préférais sur le navire au complet parce que pour moi, c'était un lieu de rencontre. On dirait que tout le monde arrivait pour débuter la journée à cet endroit-là. C'était vraiment l'endroit où on discutait de ce qui allait se passer au courant de la journée. Quelles allaient être les opérations? Est-ce qu'il allait y avoir des stations d'échantillonnage qui allaient durer plus longtemps que d'autres? Est-ce qu'il allait y avoir des longs transits? Tout ce qui allait se passer au courant de la journée, moi, je me le mettais dans ma tête, dans une liste de tâches. Ça me permettait de savoir que, bien, autour de 13 heures, peut-être qu'il allait y avoir telle opération sur le pont arrière. C'est super important pour moi de la photographier. Puis inversement, si on avait un transit qui durait 2, 3, 4 heures, bien, ça me donnait du temps pour aller trier des photos, éditer, des fois peut-être un peu me reposer aussi. Donc, ce lieu de rencontre-là était non seulement un endroit visuellement intéressant avec les casques, les habits, les gens qui se rencontraient, la bonne humeur matinale aussi, mais c'était vraiment un spot où ça me permettait de me faire ma liste de tâches pour la journée au complet et d'être sûr de rien manquer. Dès que le soleil se levait et que les opérations étaient en marche, puis souvent les journées commencent très, très tôt, je me mettais tout de suite à prendre des images. Pourquoi tôt le matin? Parce que, vous avez peut-être deviné, là, la lumière est formidable. C'est le même principe le matin puis en fin de journée. Je trouve que le lever du soleil comme ça ici ajoute une ambiance qui est tellement chaleureuse, puis ajoute un volet peut-être un peu plus artistique à des photos qui peuvent être rapidement très scientifiques, disons. Fait que d'aller chercher cette lumière-là qui était vraiment plus intéressante puis qui était douce, je trouve que ça complémentait beaucoup, beaucoup les images, puis ça ajoutait la chaleur que ça prend des fois pour rendre ces photos-là un peu plus intéressantes. Fait que la première heure de lever du soleil, je ne la manquais jamais, puis c'est les moments durant lesquels je prenais le plus de photos possible pour aller chercher cette belle, belle ambiance-là. Puis, ce que je vous explique présentement, c'est valable pour toutes les facettes de la photographie. Si je prends des animaux en photo dans mon autre, disons, carrière, ça va être le même principe, ça va être tôt le matin puis en fin de journée. C'est là que c'est le plus beau tout le temps. Évidemment, le soleil n'est pas à l'horizon toute la journée. À un certain point, il est midi, puis le soleil va être haut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de photos à prendre, puis ça veut encore moins dire que les opérations arrêtent parce que la lumière est plus belle. Ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que quand le soleil de midi arrive, j'essaie des fois de créer d'autres photos qui vont intégrer, par exemple, ici, peut-être un peu plus de paysages. La mission à ce moment-là, c'était à l'automne, puis les couleurs étaient magnifiques, puis on avait accès en fait à des endroits comme le phare de Pointe-des-Monts qui est absolument superbe. Et quand on était près du littoral, comme c'est le cas ici, d'ajouter un peu de paysage, ça donne une échelle de grandeur puis une perspective de où est-ce qu'on est présentement, qu'est-ce qui se passe sur le bateau, mais aussi on est où. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'ajouter ces images-là à la collection pour ne pas avoir seulement des gros portraits des opérations typiques. Même si j'aime ça prendre des photos avec le paysage, il fallait absolument que je me concentre sur le plus important, c'est-à-dire de ne pas manquer toutes les opérations. C'est sûr qu'à un certain point, au courant de la mission, les mêmes
Les opérations vont revenir plusieurs fois, puis je le sais qu'après 3-4 jours, il y a des photos qui peuvent devenir un peu plus redondantes. Mais malgré tout, mon mandat, c'était d'avoir des photos qui étaient nettes, précises pour toutes les opérations qui allaient avoir lieu. Fait que si on va chercher des sédiments dans le fond, ça me prend des photos de ça. Si on va faire des photos plus avec les filets, bien, ça me prend des photos de ça aussi. Il faut absolument qu'on ait du visuel de toutes les opérations qui vont avoir lieu sur le bateau. Puis c'était une partie de mon mandat, entre autres. Quand on avait des longs transits à faire, vous avez peut-être deviné qu'il n'y a pas juste le pont arrière sur lequel il y a les opérations. Il y a un navire complet avec une timonerie et des salles auxquelles on n'a pas forcément toujours accès. Puis moi, je trouvais intéressant d'aller chercher peut-être des détails comme une carte de navigation qui traînait dans la timonerie, d'autres détails qui vont vraiment être complémentaires en fait aux autres photos, puis ajouter l'ambiance qu'il y avait sur le navire, d'autres espaces qu'on ne verrait pas forcément, puis d'essayer d'en faire un gros lot d'images qui vont vraiment, vraiment représenter le Coriolis 2 dans sa totalité, puis la mission scientifique au complet aussi. Fait que si ça inclut des cartes marines de la timonerie, je vais les prendre en photo. Si c'est une paire de jumelles sur le bord d'un hublot, je vais les prendre en photo également. J'essaie d'en prendre le plus possible. Des fois, on a des petits visiteurs comme le roitelet qui était, je pense que c'est un roitelet, s'il y a des ornithologues, vous me corrigerez, mais lui, il est passé à peu près 48 heures sur le bateau, puis des formations professionnelles, tout ce qui bouge puis qui est vivant, je le prends en photo ou presque. Puis ça inclut cet oiseau-là, mais encore une fois, ça ajoute le volet un peu plus diversité, disons, à la mission. Au-delà des points de vue que j'essayais beaucoup de diversifier dans mon quotidien, quand il y avait des longs transits, j'essayais aussi des nouvelles techniques. Puis je pense que John va être encore mieux placé que moi pour expliquer des nouvelles techniques et des points de vue qui sont, disons, atypiques, mais ça vaut tout le temps la peine, quand on crée, peu importe la discipline, d'élargir nos horizons et d'essayer de nouvelles choses. Ça peut être aussi anodin qu'un temps d'exposition qui est un peu plus lent. Fait qu'au lieu de prendre une photo qui est super précise avec les vagues du bateau sur le côté, bien, on peut ralentir l'exposition pour faire une image qui va durer 4-5 secondes, juste pour avoir l'effet de mouvement du navire qui est en déplacement vers une nouvelle station d'échantillonnage, finalement. Fait que je prenais du temps pour essayer des trucs, puis pour être vraiment, vraiment honnête avec vous, 9 fois sur 10, c'était pas beau, là, puis c'était pas présentable, mais des fois, on avait des photos qui ressortaient du lot, puis qui étaient faciles d'intégrer après dans les rapports ou dans les présentations, puis qui donnaient une autre perspective encore. Je me répète, mais sommairement, ce que je veux dire, c'est que ça prend la diversité dans les images pour pouvoir bien représenter tout ce qui se passe. Et finalement, bien, après le lever du soleil, les photos des opérations, les petits détails que j'ai photographiés, bien là, on réarrivait rapidement au coucher du soleil. Puis là, les opérations continuaient. Puis là, c'était ma deuxième séance de prise de photos qui était durant la belle lumière avec les belles couleurs. Puis là, je répétais un peu les mêmes opérations du matin, mais en sachant ce que j'avais déjà pris en photo. Fait que si je le sais qu'au courant de ma journée, j'ai déjà canné, pardonnez-moi le terme, des photos qui sont précises, qui sont nettes pour des opérations définies, bien là, je suis capable d'aller chercher des nouveaux points de vue en montant sur le pont supérieur, en prenant des portraits un peu plus larges, comme c'est le cas ici, essayer d'intégrer le lever du soleil ou le coucher du soleil, la rosette. Bref, encore une fois, créer des nouveaux points de vue pour ajouter un peu de, pas du piquant, là, le mot est fort, mais un peu d'intérêt. Même chose aussi, quand il n'y avait pas d'opération, je me concentrais sur d'autres détails. C'était impossible pour moi de manquer un coucher de soleil ou un lever du soleil juste à cause des couleurs et de l'ambiance qu'il y avait. Puis finalement, bien, quand les couchers du soleil étaient moins intéressants, mais là, des fois, je prolongeais mes journées de travail avec des photos plus la nuit. Et ça, c'est super drôle parce que, bien, c'est super drôle. À Rimouski, je suis très assidu pour surveiller toutes les prévisions d'aurore boréale, puis je regarde régulièrement, puis j'essaie de jamais en manquer. Mais sur le bateau, on dirait que j'étais tellement concentré à autre chose que je n'ai pas regardé une fois. Puis c'est mon coloc de chambre, Christian, qui est aussi un ami à moi, qui est venu cogner à ma porte, je pense qu'il devait être 11h PM, puis il a dit « JC, il y a des aurores boréales. » Puis là, il m'a tellement chuchoté bas que je pensais que je rêvais à un certain point. Puis finalement, il y avait vraiment des aurores boréales. Puis là, ça ne m'a pas pris plus pour m'habiller puis aller sur le pont arrière. Puis honnêtement, je n'ai pas été déçu. C'était tellement beau de pouvoir le voir d'un autre point de vue, puis d'avoir un plancher qui bouge sous mes pieds aussi, ce qui est un peu atypique pour les photos d'aurore boréale qu'on prend à partir de la Terre. Puis le défi qui est un peu plus technique, finalement, c'est que le bateau, il bouge tout le temps un peu. Fait que si le bateau bouge, lui, il va être net parce que ma caméra bouge avec le navire, mais le ciel, par contre, lui, c'est sûr qu'il peut avoir des effets de flou comme les étoiles que vous voyez sur la photo de gauche. Fait que ça ajoutait un peu le mouvement, puis ça complémentait les photos aussi, sauf que c'est sûr que c'est un peu plus dur pour avoir une bonne netteté parce que le bateau bouge tout le temps. Mais malgré tout, ça a vraiment été une nuit courte, mais relativement formidable. Ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que oui, les paysages étaient magnifiques. Oui, j'ai eu des beaux moments de la belle lumière, des paysages qui étaient super impressionnants, puis j'ai adoré prendre toutes ces photos-là. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que tout le monde travaille extrêmement fort
durant toute la mission. Là, je fais des blagues avec 2 photos, mais c'est vraiment vrai ce que je vous dis. C'est fascinant de voir l'esprit de collaboration de tout le monde dans toutes les disciplines, autant d'un volet littérature que photographie avec moi, que l'équipe de Matelot. Tout le monde travaille vraiment, vraiment fort pour que la mission ce soit un grand succès. Puis chaque minute est comptée. Puis il ne faut pas perdre de temps parce que c'est tellement important d'aller chercher ces données-là puis de rapporter le plus d'informations possible sur le Saint-Laurent que tout le monde a la même mission, c'est-à-dire de faire en sorte que tout fonctionne vraiment bien en tout temps. Et ça, c'est valable pour les journées qui fait gros soleil, pour les opérations qui vont avoir lieu la nuit. Moi, tout ce que je voyais presque tout le temps, c'était des sourires et des gens qui voulaient que tout fonctionne vraiment, vraiment bien. Puis on a eu des journées de pluie avec Florian, justement, qui était dans son laboratoire, un peu déprimé, mais toujours quand même à la tâche, puis assidu à travailler très, très fort pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Ça, c'est un petit extra à la demande de Jean-Carlos. Ce n'est pas une photo qui a été prise durant cette mission-là, mais c'est une photo qui a été prise durant une autre mission sur un autre navire qui s'appelle l'Amundsen de la Garde côtière canadienne. Puis là, vous avez deviné, c'est un beluga du Saint-Laurent. Et c'est un point de vue qui est vraiment spécial. Je vous raconte rapidement l'histoire. Là, on était à une station d'échantillonnage qui nécessitait que tous les moteurs soient à l'arrêt parce qu'ils demandaient une très grande précision dans le laboratoire. Puis si les moteurs avaient la vibration sur le navire, ça faisait en sorte qu'on perdait de la précision. Je me souvenais cette journée-là avoir vu des dos blancs qui naviguaient au large du bateau. Puis je me suis dit, ce serait super intéressant de pouvoir les voir de plus près. Mais comme il y a des lois qui entourent tout ça, puis comme on est en déplacement, puis il y a un moteur qui fait du bruit, etc., ça ne veut pas dire qu'on va avoir la chance de voir les belugas de proche. Mais à la session d'échantillonnage, comme tout était super, super tranquille, il y en a un, des belugas, dans sa curiosité naturelle, qui a décidé de s'approcher du navire pas mal, jusqu'à plonger sous le pont avant du bateau, finalement. Puis quand je vous dis plonger sous le pont avant, j'étais sur le pont, puis il est passé sous le bateau, puis il est sorti derrière moi. Puis il a fait ça, non pas pendant 2-3 minutes, mais pendant comme 45 minutes. Fait qu'il nageait alentour du bateau, replongeait, puis pas de farce. J'avais l'impression que quand il remontait à la surface, c'était vraiment un peu pour me dire « Salut ». Puis après ça, replonger un peu plus loin. Puis on voyait tellement bien au travers de la surface de l'eau qu'on était capable de distinguer les nageoires, ses yeux, son presque sourire, puis toute la silhouette du beluga en totalité. Puis toutes les personnes à qui j'ai présenté cette photo-là me disent « Ah, t'étais dans l'eau avec le beluga », mais non. Puis je pense que d'avoir été dans l'eau avec, j'aurais probablement eu une photo qui était moins nette puis moins précise parce que le fait de regarder vers le bas dans la colonne d'eau, ça me permettait de tout le voir, mais d'avoir été face à lui, sous l'eau, j'aurais peut-être juste eu le visage et non tout le corps en totalité, puis encore moins la bulle en forme de chapeau de chef, puis de... Mais bref, cette fraction de seconde-là, dis-je, a été vraiment magique, puis j'ai pris 20 photos en 1 seconde, puis il y en avait une dans l'eau qui était différente des autres, puis c'est celle que je vous présente ici, donc c'est un petit extra d'autres missions scientifiques. Dernière chose avant que je cède la parole à Dani. En fait, la mission a créé une exposition avec les textes de Tina et Camille, puis avec mes photos également, qui a déjà été présentée à l'Université du Nouveau-Brunswick une fois. Puis je pense que ça a été vraiment apprécié. Et donc, du 1er au 30 octobre, dans la Galerie d'art Mouvement des Jardins de Lucar, qui est juste ici, que vous connaissez certainement, il va y avoir la même exposition. Puis c'est le 1er octobre à 17h. Soirée cocktail de lancement, finalement, avec les gens qui vont être sur place pour le développement de l'expo. Donc, c'est une invitation qui vous est lancée. Puis, je cède maintenant la parole à Dani. Merci, JC's. Oui, vous voyez tout. Oui, vous avez vu le punch. Bonjour tout le monde, bonsoir devrais-je dire. Vraiment une belle audience de grande qualité. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. De quoi je vais vous parler? Donc, on passe d'une rencontre entre les JC, justement, autour d'une mission, à une autre rencontre entre moi, Dani, professeur à l'ISMER, un chercheur, avec John Sullivan. Et dans cette rencontre-là, il y a aussi la banquise qui est au cœur du sujet, dans le fond. Donc, c'est ce qui nous réunit ici. Je veux vous parler de la démarche Art Sciences qui est entamée. Donc, aujourd'hui, John et moi, c'est un peu l'apéro. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre vis-à-vis la banquise avec nos histoires, nos rapports. Et puis, voilà. Donc, je m'adresse un peu à John aujourd'hui. J'ai déjà été nourri
des conversations qu'on a eues à bord d'une mission qui s'est tenue dans le Saguenay à l'hiver dernier. Et je pense qu'elle est nourrie aussi de nos conversations. Donc, c'est un peu de ça dont on va traiter mon petit 10 minutes de présentation. Donc, banquise, de quoi on parle? Glace de mer. Donc, étendue marine ou côtière couverte par une couche de glace, mais résultant de la congélation de l'eau de mer, qui survient en bas du point de congélation de l'eau douce, 0 degré, donc quelque part entre -1 et -2 degrés. Vous pouvez vous en faire à la maison, mettez du sel dans l'eau, mettez ça au congélo, et puis vous allez obtenir l'une des deux solutions suivantes. Donc, je ne vous dis pas laquelle est laquelle, mais l'une est de la glace d'eau douce, l'autre est de la glace de mer. Et c'est en soi un objet extrêmement unique dans notre univers, du simple fait qu'elle flotte. Donc, la portion solide flotte sur la portion liquide. C'est un des rares matériaux communs dans l'univers donc présent sur Terre qui a ce comportement-là. Alors, j'aborde déjà la science et l'art et la perception, et puis je m'adresse aussi à un grand public, d'une impression qu'on partage souvent, que je partage depuis quelques années, que dans l'espace médiatique, ce dont on entend parler à propos de la glace de mer est la plupart du temps associé à des menaces. Donc, comme beaucoup de choses aussi. Donc, la première avec laquelle vous êtes peut-être familier, donc ce sont des données ici qui ont beaucoup circulé. Donc, on montre l'étendue de glace de banquise dans l'océan Arctique à la fin de l'été, donc quelque part au mois de septembre, en millions de kilomètres carrés. Ce sont les données en noir ici. Et donc, on voit donc, dans les dernières décennies que cette étendue-là décroît rapidement. Et ensuite, on s'exerce à regarder quelles sont les tendances du passé et les projections futures. Et on parle beaucoup de qu'est-ce qui va arriver dans un Arctique sans glace, etc. Donc, un peu de fatalisme naît de ça, de pessimisme, de sentiments négatifs qu'on perd quelque chose. Et ça a caractérisé évidemment ma carrière de chercheur. Quand j'étais au doctorat, j'ai participé à une mission sur un navire russe avec une panoplie, donc un grand groupe d'étudiants internationaux. Et donc, on était dans l'Arctique en 2005, à l'époque, c'était le minimum record qui a été énormément médiatisé, et il y en a eu d'autres ensuite. Donc, c'est un peu, j'ai retrouvé ces photos-là, puis d'avoir été sur un brise-glace russe. Donc, il manque le drapeau russe là-dessus, mais il y avait beaucoup de Russes. Donc, ça me rappelle un peu aussi toutes les autres choses qui menacent notre vivre ensemble. Voilà. Voilà, quand même des beaux souvenirs ici. Et ça, ce sont des images de la seule journée qu'on a rencontrée de glace. Le reste, c'était de l'eau libre et on était à 83 degrés nord. Donc, contrairement à cette vision un peu négative qu'on reçoit de la glace de mer, elle est présente sur Terre depuis très, très, très longtemps, voire peut-être depuis toujours. Et l'humain, certainement, ne la verra pas disparaître de sitôt. S'il n'y a plus de glace de mer sur cette planète, probablement qu'il n'y aura plus d'humains non plus. Donc, on ne sera pas là pour l'avoir. Mais, pardon, c'est pessimiste, hein? Voilà. Mais je le mets sur fond blanc car il y en a encore. Okay? Il y en a encore. Il y en aura encore pendant longtemps. Donc, là où on a mis l'emphase, c'est sur l'été, mais voici en hiver dans l'Arctique la couverture de glace au fil des ans, au mois de mars, donc là où le maximum est atteint. Et là, notez aussi le golfe du Saint-Laurent, donc qui est l'endroit presque le plus au sud de l'hémisphère nord où il y a de la glace. Donc, on peut se compter chanceux d'avoir ça, peut-être. Ici, évidemment, la glace se forme là où il fait froid sur la Terre, donc au pôle, aux deux pôles. Et là, on a la respiration finalement de l'étendue de la banquise au minimum estival, donc de l'été austral, et au maximum de l'hiver austral. Donc, ce qui fait que, globalement, au total sur le globe, celui-ci est couvert les océans, l'océan global est couvert de 5 à 7 de sa couverture de glace. Ce qui représente environ de 18 à 25 millions de kilomètres carrés. Et l'emphase qu'on a mis tout à l'heure était sur le minimum en Arctique. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais préoccupons-nous aussi de la glace qui va rester. La comprend-on? Comment allons continuer à vivre avec elle, sur elle, etc. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à continuer d'étudier et peut-être aussi à s'y intéresser autrement.
Donc, quand je dis que c'est présenté de manière négative dans les médias, ben, quand il y a des aléas comme celui-ci, un peu catastrophique, qui a emprisonné une centaine de navires de pêche au large de Terre-Neuve parce qu'il y avait de la glace très épaisse qui était inattendue, ben, ça a fait évidemment beaucoup le jaser. Puis cet événement-là était lié à ce qui se passait à 78-80 degrés nord. Donc ici, on a le Groenland, l'archipel canadien. Cette année-là, il n'y a pas de banquise, il n'y a pas d'embâcle qui s'est formé dans ce chenal-là. Donc toute la glace provenant de l'Arctique a pu librement s'écouler vers le sud jusqu'à Terre-Neuve, alors qu'en temps normal, donc la plupart du temps, il y a cet embâcle-là qui se forme et qui empêche la glace très épaisse de s'écouler. Donc, connaître mieux la dynamique de la glace de mer en Arctique pourrait peut-être nous amener à mieux comprendre ce genre de phénomène. Et plus proche de nous, dans le Saint-Laurent, ben, on entend parler de la glace quand il n'y en a pas beaucoup, ou qu'est-ce qui arrive, il n'y en a pas beaucoup, ou quand il y en a trop, puis ça perturbe le transport maritime, ou quand il n'y en a pas assez pour empêcher les tempêtes, pour ralentir l'effet des tempêtes. Donc, très négatif. Et là, ben, je suis interpellé pour aller expliquer ce qui se passe dans les médias. Donc, je profite de la tribune aujourd'hui pour... ah oui, avant quand même, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens encore. J'avais écrit quelques irréductibles, mais une poignée d'humains qui s'amusent, vivent et communient avec ce que j'appelle ce territoire éphémère, donc les canotiers, mais évidemment les peuples inuits pour qui la glace est vraiment fondamentale dans leur culture, mode de vie, identité. Et donc, je suis en train un peu inconsciemment ou involontairement de militer pour que ça rentre aussi dans notre mode de vie, pourquoi pas, en tant que riverain du Saint-Laurent. Donc, la banquise, on l'aperçoit des fois comme invisible, malgré qu'elle soit extrêmement blanche et visible et facile à voir. On la remarque quand elle n'est plus là, on la remarque quand il y en a trop, on la remarque quand elle n'est pas à bonne place au bon moment. Mais si on essaie de la comprendre, ben, puis qu'on regarde les données, donc, ça, il y a toutes sortes de données là-dessus, mais donc vous avez l'étendue de glace en rouge. Vous avez aussi le volume de glace, donc on fait intervenir l'épaisseur. Bien, vous voyez que bon, tout ça varie beaucoup d'une année à l'autre dans le golfe du Saint-Laurent et que tout ça varie de manière corrélée avec les températures de l'air en hiver. Donc, retenez ça, dans le Saint-Laurent, plus les hivers sont rigoureux, plus il y a de la glace. Surprise. Plus il fait frais, plus il y a de la glace. Mais c'est quand même peu intuitif. Il a fallu travailler fort avec mon collègue Peter ici et d'autres pour montrer que l'hiver, les températures hivernales ont vraiment cet effet-là. Et comme on n'est pas capable de prédire facilement la rigueur de l'hiver, c'est difficile de prédire la glace. Donc, vivons avec cette incertitude ou apprenons à vivre avec cette incertitude. Maintenant, si on regarde cette corrélation dans le passé, on voit vraiment qu'il y a une tendance. Et si on la projette vers le futur aussi, on se rend compte aussi qu'il y a une tendance. Donc là, ici, se pointe vers la tendance. Un jour, il n'y en aura plus. Ou Danny, ton sujet de recherche, il disparaît. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Bon. L'idée, le rôle que je me donne en tant que chercheur, mais aussi comme, je pense, citoyen, c'est d'apprendre à mieux connaître l'incertitude, mieux la caractériser et vivre avec l'incertitude, ne pas espérer qu'on puisse le prédire. Et donc, si ici, on a la variabilité des observations, si je me reporte en 2060, il est encore probable qu'on ait des hivers qui aujourd'hui sont au minimum, mais ça se peut qu'on ait des surprises aussi quand on sera habitué, telle la grenouille dans l'eau chaude. Donc, cette variabilité-là, elle ne changera pas. Le niveau de certitude risque de rester le même. Donc voilà, a commencé finalement à émerger dans mes activités de recherche cette relation entre vouloir de comprendre, mais vouloir aussi entrer en relation avec la banquise qui est peu connue, complexe, difficile à maîtriser. Donc, depuis 2016, ce que je fais, c'est avec plein de collaborateurs, des équipes, puis j'emmène beaucoup de monde à la rencontre de la glace, c'est un de mes objectifs. On va proche d'elle. On va essayer de l'étudier pour voir comment elle fonctionne. Donc, je vous emmène sur le terrain dans mon laboratoire naturel qui est le parc du Bic. Ici, on a la baie du Hahah, on a Saint-Fabien-sur-Mer. Tous les hivers, depuis 2016, on s'installe là et puis on observe, on regarde au gré de la météo et de la glace, on attend de voir qu'est-ce qu'elle nous offre.
et on tente de l'observer, l'étudier avec toutes sortes d'instruments dont je ne vous parlerai pas, incluant des drones. Donc, j'ai amené beaucoup de gens là. Certains sont dans la salle. Donc, des gens, parfois des mathématiciens, des physiciens, des gens qui n'avaient pas l'habitude de voir la glace. Et à chaque fois qu'on rencontre, qu'on se retrouve dans ces situations-là, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est difficile à mettre en équation, mais qui suscite beaucoup d'intuition, qui nous amène à transformer notre vision de l'objet qu'on essaie d'étudier, du pourquoi on l'étudie, justement, on va la perdre ou qu'est-ce qui est en train de se passer si on extrapole, pourquoi on fait tout ça. Donc, c'est extrêmement riche ce qui se passe à tous les hivers. Puis, on en est venu évidemment avec les technologies, donc les drones notamment, à pouvoir vous montrer ça et voir la glace d'une manière extrêmement détaillée et belle, en fin de compte. Donc, je passe un peu vite, on pourrait les... Donc, pourquoi étudier les interactions de vague-glace? Très rapidement, c'est que ça existe aussi à une plus large échelle. Donc, ce qu'on comprend, ce qu'on arrive à comprendre avec nos recherches dans le parc du Bic, ça nous aide directement à comprendre ce qui se passe aussi dans l'Arctique, où c'est les vagues peuvent expliquer justement la fragmentation des glaces et la création de cette dynamique particulière qu'on voit en marge de glace, là où la glace est la plus susceptible de se former et de fondre. Donc, en gros, puis bon, s'il y en a qui veulent avoir une édition vulgarisée de nos travaux, ça se retrouve dans un numéro de Québec Science, mais essentiellement, on a mis en lumière une force qui existe dans la nature, qui est associée à la propagation des ondes, de toutes sortes de types d'ondes, donc incluant les vagues océaniques qui poussent sur la banquise. Et ce qu'on a fait, c'est de mettre en évidence son importance dans la dynamique de la banquise et de l'intégrer progressivement dans les modèles dans lesquels elle est absente pour l'instant, cette force-là. Et pour en parler, bien évidemment, ce n'est pas une nouvelle force de la nature. Hein. On n'a pas cette prétention-là. Elle existe ailleurs. Où ailleurs? Bien, j'ai trouvé ça ici, donc la pression de radiation. Donc, quand une onde, n'importe quel type d'onde, incluant des ondes lumineuses, est atténuée ou réfléchie par un objet, elle transfère une partie de quantité de mouvement à cet objet-là qui peut bouger. Donc, ici, on a la nébuleuse des piliers de la création où on voit ces volutes de poussière interstellaires qui forment des panaches qui ont l'air d'érupter ou de se déplacer, mais sont poussés par quoi? Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de masse autre que cette poussière-là, mais c'est la lumière qui pousse la poussière en réfléchissant. Donc, en plus de l'éclairer d'une façon imagée ici par le télescope spatial James Webb. Donc, dans ce qu'on voit dans cette image-là de glace du Saint-Laurent, ce sont des structures très nettes ici qui sont très typiques de cette pression de radiation qui sculpte finalement la banquise. De la même manière, avec cette même force. Donc, l'autre, je transitionne vers John pour vous parler d'un autre processus. Donc, il y a cette pression de radiation, les vagues qu'on a un peu mis en lumière et qu'on tente d'incorporer dans les modèles, mais il y a aussi le fait que la glace se casse par l'action des vagues. Donc, on a pu le voir un peu sur l'image ici. Et là, je vais faire un petit zoom sur ce qui se passe en bas. Donc, on voit qu'en ici, c'est peut-être une vingtaine de minutes qui s'est écoulée. De la houle de l'ouest est arrivée dans la baie du Ha, a fracassé la glace, puis les courants l'ont emporté. Donc, on est passé c'est comme une liquéfaction du solide par les vagues. Donc, un effet qui peut être extrêmement significatif aussi et qu'on tente de comprendre. Et je termine avec des extraits de la mission, de l'expérience grandeur nature qu'on a réalisée dans le Saguenay, là où donc John et moi, on a travaillé ensemble avec une équipe de Paris. Ce sont des physiciens qui travaillent d'ordinaire à tous les jours avec des petits modèles réduits, toutes sortes de matériaux pour comprendre la dynamique des matériaux. On les a emmenés dans le Saguenay. Je n'ai pas la bande son, mais en tout cas, elle est très, très évocatrice de ce qu'ils ont vécu. Voilà, donc une petite synthèse de cette expérience-là. On est dans le Saguenay. L'Amundsen est confiné au chenal de navigation, donc on tente de ne pas détruire la banquise qui sert de plateforme à la pêche blanche dans le Saguenay. On s'installe, on caractérise la banquise avec toutes sortes d'instruments et ensuite, on utilise le bateau
pour nous générer la vague qui va casser la glace. Donc, j'aime à dire qu'avec ma radio sur la banquise, à partir de notre petit rafio, On va télécommander la Munsen. Go! Et là, la Munsen démarre, gaz à fond. Et là, on entend la commandante Lisa Earle qui nous dit 15 nœuds, 15 nœuds. Et ça fait Là, on assiste à ce qui se passe. Donc, on est environ à 150 mètres du canal. On a des instruments qui sont installés sur la banquise. Et évidemment, on observe tout ça avec 3 drones vus de haut. La glace faisait 12 cm d'épaisseur. Ça c'est nos pas dans la neige. Il faisait 5 degrés à l'extérieur. Pas trop. C'est pas petit. C'est malade. C'est malade. Parfait. Et c'est le. Wow. C'est parfait. On va perdre nos instruments. Attention, il y a la caisse noire. Oui, là. Un ordi blanc. Non, bah là, je filme plus là. Moi, je filme au téléphone, là. Peut-être que Stéphane est en train d'écouter. Je ne sais pas s'il est à distance. Donc voilà, cette expérience-là est franchement un grand succès. On essaie de la faire avec Dame Nature, donc d'être là La caisse noire, hein. de générer les vagues. La caisse noire. Mais bon, en attendant, on utilise des moyens un peu plus modernes, en tout cas humains, et le génie humain, finalement, pour fabriquer ces conditions-là. Donc, ça a été un grand succès. On a tout mesuré, on a tout récupéré. On a tout récupéré comment? Le canot, c'est là qui nous a servi à ressauter sur la glace, fragmenter, rapporter les instruments, et voilà, ça, c'était la fin. Donc, je cède la parole à Joan, avec peut-être une réflexion. Vous allez voir que ma présentation est un peu inspirée d'elle, mais notre relation hors science, évidemment, est dans l'approche artistique, documentariste de Joan, mon approche scientifique, mais je sens aussi qu'il y a une relation hors science avec la banquise qui se passe aussi en dedans de nous. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est questionner et chercher à comprendre, quelle qu'en soit la manière, de manière scientifique ou de manière artistique. Pourquoi? Bien, ça, c'est une bonne question qu'on se pose rarement, puis vous la posez certainement, mais peut-être pour vaincre la peur qui peut être susciter un sujet comme ça pour la suite du monde, et aussi beaucoup pour le plaisir. Et ça, on se le dit beaucoup. Donc, merci, John. À toi. Merci, Dani. J'avais la chance de vivre cette belle expérience sur le brise-glace grâce au programme Transformer l'action pour le climat et le réseau Québec Maritime. Grand merci à vous. Ça a vraiment, je ne peux pas dire que ça a changé ma vie, mais ça m'a calmée un peu parce que je suis un peu plus pessimiste que Dani. Bon, je vais diviser ma présentation en 2 parties parce que j'ai besoin de vous expliquer mon parcours artistique de la photographie documentaire vers une expression plus abstraite. Et puis, après, je vais vous présenter mon nouveau projet Sully, qui est né sur le brise-glace et qui s'inspire en partie de les recherches de Dani et son équipe. Comme déjà mentionné, j'ai étudié les sciences tout au long de mes études jusqu'à la maîtrise. C'est pourquoi les sujets que j'ai toujours choisi à photographier, soit la pandémie VIH-Sida en Afrique, soit la transition énergétique en Amérique du Nord et plus récemment l'impact des changements climatiques sur le fleuve. Toutes ces séries de photos étaient informées et inspirées par la science. Donc, je faisais dans ma petite façon déjà un maillage dans ma propre expérience, mais maintenant, avec le programme Transformer l'action pour le climat, je vois que je peux aller beaucoup plus loin. Donc, mes photos de la pandémie en Afrique et... Ah, c'est ça. Mes photos de la pandémie en Afrique et la transition énergétique étaient toutes dans le style documentaire. Je voulais juste vous montrer mon style avant
avant que j'ai commencé à expérimenter. Donc, le sida en Afrique, je suis en haut les éoliennes pendant la construction de plusieurs parcs éoliennes, surtout ici au Québec. Et à cette époque-là, j'étais vraiment un photographe, photojournaliste indépendante. Et comme Jean-Christophe, comme d'autres photographes, j'ai parcouru le monde à la chasse aux images. J'avais l'idée dans ma tête, et je pense, rétrospectivement, c'est un peu naïf, de penser qu'on peut changer le monde avec les photos. Parce que après 2 décennies à créer des belles photos, j'ai commencé à m'interroger sur le rôle des photographes dans l'Anthropocène. D'après moi, rien n'a changé dans nos modes de vie occidentaux depuis que les scientifiques sonnaient l'alarme il y a déjà 50, voire 60 ans. Et donc, dans ma tête, je me demandais comment aurais-je pu penser que mes petites photos pourraient faire bouger les choses si alors les gens n'écoutaient même pas les scientifiques. Une question me hante depuis très longtemps, et c'est celle-ci. Dans un monde qui fait l'autruche face au bouleversement, pourquoi devrais-je continuer à créer des photos sur les changements climatiques qui seront regardées, mais pas vous? J'avoue qu'au début de l'an 2020, j'étais prête à abandonner la photographie. J'avais l'impression que cela n'en valait plus la peine, du moins pour moi, pas pour Jean-Christophe. Mais pour moi, vraiment, je me questionnais. Puis, la COVID arrive. Et c'est étrange à dire, mais avec le recul, je me rends compte que la COVID a sauvé ma photographie. J'ai passé beaucoup de temps au bord du fleuve, toute seule, pas toujours avec une caméra. C'était juste pour ralentir, réfléchir et ressentir le fleuve. Si je n'avais pas autant fréquenté le fleuve pendant le confinement de COVID, je ne pense pas que j'aurais été aussi réceptive à ce que ma professeure à l'UQAR, Danielle Boutet, a appelé un moment puissant. Dans ces mots, c'était un moment du moment. Pour moi, c'était le moment où j'ai réalisé que je ne pouvais plus photographier le fleuve sans glace de façon documentaire. C'était le moment où j'ai compris que je ne suis pas séparée des changements climatiques. J'en fais partie. Que je ne suis même pas séparée du fleuve. Je suis fleuve. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il me fallait faire corps avec le Saint-Laurent afin de trouver la vision lumineuse qui manquait dans ma démarche documentaire. Alors, mon projet Je suis fleuve est né pendant le confinement de COVID. Et voici quelques photos floues de bout de ce projet-là. Toutes ces photos étaient prises entre Bic et Rimouski. C'est le fleuve. Depuis 2020, donc, je suis à la recherche de nouveaux langages visuels, plus fluides, moins narratifs. Au lieu de documenter la glace fluviale, dans ma définition, la disparition de la glace fluviale, de point de vue humain, et quand je dis ça, je veux dire, de point de vue derrière ma caméra, je regarde le fleuve. J'ai essayé d'imaginer comment le fleuve lui-même vit et voit les changements climatiques. Donc, c'est ça mon nouveau langage visuel. Je veux voir et apercevoir les bouleversements depuis une autre perspective, celle des êtres non humains dans le fleuve, avec qui nous partageons cette magnifique planète.
c'est pour moi un déplacement sensoriel pour renouveler le regard sur nous-mêmes. Et je ne suis pas la seule à quêter pour un nouveau langage. Voici une citation du poète nigérien britannique Sir Ben Okri pour parler sur l'urgence climatique. Et je préfère à lire ce qu'il a écrit en anglais et vous pouvez me suivre en suivant la version française à gauche. We need a new language that howls and caresses at the same time. A new language that frightens and gives hope simultaneously. That tells the truth and transcends the truth in the same breath. Cette citation m'a beaucoup aidée lors de ma résidence d'artiste à bord de brise-glace à Munson en février dernier. Danny peut te dire que j'ai pleuré beaucoup, sérieusement. C'était l'hiver le plus chaud dans l'histoire canadienne. Le fleuve, bon, évidemment, l'équipe de Danny marchait sur la glace, donc ce n'était pas trop dangereux, mais quand même, de mon point de vue, la glace était mince, mouillée, fondante et grise. Et je ne savais pas comment photographier ça. Le jour que j'ai pris ces photos, il pleuvait. Danny a dit que ça faisait 5 degrés, je pense. C'était ma première expérience à bord d'un brise-glace et j'avais un cœur brisé à voir la glace dans tel état en plein hiver. Mais la citation de Okri m'a rappelé que j'ai un choix. Au lieu de me concentrer sur ma tristesse, qui était ma première instinct en tant que photographe, je savais que je pouvais trouver une autre façon à créer des images qui, selon Okri, hurlent et caressent en même temps, qui effraient et donnent l'espoir simultanément. Ce n'est pas évident, mais je pense que j'ai réussi avec cette photo-là. Vous le reconnaissez? Bon, c'est notre beau brise-glace dans le fjord. C'était le même jour de l'expérience des vagues avec la magnifique équipe de Danny. Au premier coup, cette photo onirique semble portée par la beauté du fjord hivernal. Je la trouve belle, elle nous caresse, elle nous intrigue. Mais au deuxième regard, cette photo traduit un sentiment, au moins pour moi, d'effroi, de l'impermanence. On perçoit la silhouette d'un brise-glace. C'est un navire métallique, lourd, et selon moi, c'est éphémère. Ce navire va disparaître un jour, tout comme la glace, tout comme nous. Donc, mon projet C est né ce jour-là, avec cette photo. Et quelques jours plus tard, Danny et moi parlaient dans son bureau de chef d'expédition. C'était notre première rencontre officielle. On avait parlé évidemment avant, mais c'était pour approfondir nos réflexions communes sur la glace. Nous voulions identifier les liens entre ses recherches scientifiques et mes recherches artistiques. Lors de cette rencontre, nous avons réalisé que nous nous concentrions tous deux, depuis des années, sur la même zone de glace. Danny l'appelle la zone marginale de la glace de mer. Moi, je l'appelle un espace liminal où jadis la glace était épaisse. Pour Danny, c'est une zone dynamique, en constante déconstruction et reconstruction, où plusieurs générations de glace meurent et naissent.
pour moi, cette zone liminale m'offre une métaphore parfaite d'un seuil. Un seuil entre solide et liquide, entre la banquise côtière et l'eau libre du fleuve, entre une planète vivable et un avenir incertain. Alors, pendant le reste de l'expédition, j'ai scruté l'horizon à la recherche des zones marginales ou les espaces liminaux évoquant des seuils. Et voici quelques-unes de mes photos. C'est un style complètement nouveau que je n'ai jamais fait, presque tout en noir et blanc. Vous pouvez trouver d'autres images de cette même série. Je n'ai pas assez de temps de vous tout montrer, mais sur mon site web. Donc, du point de vue artistique, j'interprète ces seuils comme un pont entre ce qui est et ce qui sera. On peut également les imaginer comme un passage vers une destination inconnue. On ne sait pas l'avenir. Mais attention, cette destination n'a pas une feuille de route. L'humanité ne s'est jamais trouvée dans une telle situation. C'est-à-dire, il faut faire les bons choix collectifs lors de notre passage sur le pont. Parce qu'il y aura plein de périls, mais aussi il y aura plein de possibilités. C'est à nous, le nous collectif, à choisir la bonne route. Mon projet Seuil, jusqu'ici, m'a appris que nous pouvons, que nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, ce que Danny parlait tantôt. Et c'est exactement ce que je vais réinviter Danny à me joindre pour les dernières 2 minutes pour discuter cet aspect, cette thématique. Mais je veux un dernier mot sur l'aspect technique de mes photos. Toutes mes photos floues que vous avez vues aujourd'hui ont été créées, ce qu'on appelle en anglais in camera, ça veut dire à l'intérieur de caméra, dans une seule exposition. Aucune de mes images a été manipulée dans Photoshop. J'utilise une technique qui s'appelle, en anglais encore, Intentional Camera Movement, qui traduit mal en français, mais je dirais mouvement intentionnel de la caméra. C'est avec une vitesse d'obturation lente, entre 1 et 2 secondes, que je bouge mes bras rapidement pour créer des photos floues qui oscillent entre la représentation et l'abstraction. J'aime vraiment l'aspect ambigu de mes nouvelles photos. Elles n'ont pas besoin d'un titre, elles n'ont pas besoin d'être accompagnées par les faits scientifiques ou de degrés Celsius. Elles nous touchent, j'espère, surtout celle-là. Elles nous touchent ailleurs que nos cerveaux. Et peut-être ça touche à nos esprits. En tout cas, je l'espère. Merci de votre écoute. Et maintenant, je veux inviter Danny pour les dernières 2 minutes, juste de jaser entre nous sur cet aspect de incertitude. Est-ce que nous avons assez de temps pour juste 2 minutes? Oui. OK. Ah, il peut. Bon, Dan. Oh. Qu'est-ce que tu penses sur l'incertitude entre tes recherches et mes recherches? Comment est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à expliquer aux autres ou est-ce qu'on a encore à faire? Nous deux. Nous deux. Oui, Ouais. pas un projet. Ben, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. L'incertitude, c'est d'ailleurs, ben, vous l'avez mentionné, vous avez entendu parler du programme Transformer l'action pour le climat, donc un grand programme où on met la science un peu
au service de cette grande question qui est l'incertitude à venir. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous, humains, dans cet habitat. Et quand on a réfléchi à plusieurs à ce programme-là, beaucoup de choses revenaient. C'était, on a assez de données, on sait beaucoup. Maintenant, il faut utiliser ces données-là autrement. Et vulgariser. Oui, donc entrer en relation, entendre comment on perçoit ces données-là, comment on les utilise, comment on les internalise pour se projeter dans l'avenir. Et là, il y a du pessimisme, il y a de l'optimisme, il y a des choses il n'y a pas de mots entre les deux. Donc, c'est un peu ça que je pense que j'imagine que notre relation va arriver à mieux décrire le spectre d'émotions qui se dégagent et qu'on arrive à informer par des photos, la démarche. En tout cas, déjà, par rapport à mon expérience pleine d'émotions sur le brise-glace, depuis, je me sens plus calme grâce à toi. Ben ça me fait du bien. Ouais. Je pense qu'on a besoin de se faire du bien, de s'encourager, donc de voir peut-être la fatalité des choses objectives, mais de rester digne, de rester capable et de rester la tête froide et de penser à ceux qui n'ont peut-être pas tous les outils pour faire face aux intempéries. Et ma limitation est que je ne vois que le fleuve Obic, là. Toi, tu as plus une idée plus large, l'Arctique, l'Antarctique, et je pense que c'est important pour moi parce que je vois chaque année de moins en moins de glace, mais comme tu nous as dit, il y aura toujours la glace. Peter Galbraith, ici présent, m'a déjà dit, après 2 années où il n'y a pas beaucoup de glace, il y a toujours un rebond, elle revient après. Ah, oui. Donc, ça veut dire l'hiver qui vient, ça sera un bon hiver? Non, la vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas. Mais c'est que c'est possible. OK, ouais. Bon. Puis, c'est ça. OK. En tout cas. Amusons-nous avec l'hiver quand il y aura des hivers. Bon, je pense que c'est beaucoup. Merci. Donc, merci à vous 4 pour vos belles présentations. Je pense qu'on a appris plein de choses, qu'on a été émerveillés ou étonnés. Et je vais proposer maintenant la période de questions. Donc, les personnes qui ont des questions, soit sur le Zoom, soit dans la salle, je vais vous laisser vous manifester. Je vérifiais si nos enfants avaient besoin d'un lift. Ouais, c'est bon, tout est réglé. S'il faut que je m'en aille dans 5 minutes ou on a du temps, c'est bon. Sur le Zoom, pas de questions? Ah, Fanny. Je t'entends. Non. Ben, personnellement, c'est pas difficile pour moi de parler de ce que je ressens. C'est peut-être plus difficile de le faire dans une présentation PowerPoint sur un stage, ça j'avoue. Je suis un peu, j'ai écouté Joan comme vous. Dans sa présentation, elle a réussi à le communiquer là. Moi, ça me prendrait beaucoup de pratique pour le faire là, mais en seul à seul dans le bureau du chef de mission, autour du dîner, je pense qu'on a réussi à communiquer nos émotions aisément. Puis c'est peut-être, j'extrapole, mais tous les chercheurs en vivent, sont capables de communiquer. On en parle dans le corridor.
Mais effectivement, ça ne se dégage pas en entrevue à la radio, dans les papiers scientifiques, dans nos présentations PowerPoint. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Moi, c'est plutôt la texture, en fait. C'est ce que j'essaie de montrer, c'est la texture des sédiments qui est différente, qui montre des événements sédimentaires, de remobilisation. Alors, je vais plus dans le toucher dans le sédiment, c'est les grains, la bouette, un peu. C'est ça. L'appel. Oui, c'est ça, c'est pour le Zoom, le micro, c'est pas juste pour nous, c'est vrai. On aurait dû répéter la question de Fanny. Je vais la répéter. Hein. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais oui. Mais on peut, c'est ça. On va prendre celle-là. OK. En fait, je voulais poser la question par rapport au sédiment, si ça change la façon, je ne sais pas si vous faites des études chronologiques sur les sédiments, puis le fait de savoir que c'est très dynamique comme endroit, ça re-questionne des fois ce qu'on peut faire comme étude chronologique de sédiments. Je ne sais pas si ça l'a... C'est ça, oui. À mon étudiant, on a prélevé beaucoup de coquilles, on a fait dater les coquilles, tout est remobilisé. Alors, on n'a pas vraiment... On peut savoir que les cagnes ils sont actifs depuis 6000 ans. C'est ça. Mais on ne peut pas avoir une chronologie précise. Mais ça, en soi-même, c'est un résultat, ça nous indique en fait que le cagnes est toujours actif, en fait. Il faut tenir en compte ça dans tout ce qui est câble sous-marin, là, parce que le plancher océanique n'est pas statique, est dynamique, en fait, ça bouge. Mais je faisais un lien parce que moi, j'ai fait une étude sur les coins de glace dans le pergélisol, puis sur qu'est-ce qui remplit les coins de glace, puis les bulles d'air. Donc, ça mettait en... Parce que des fois, on utilise les choses pour de la chronologie, mais quand on regarde le dynamisme de l'endroit, ça re-questionne comme les chronologies qu'on peut faire avec les échantillonnages. C'est exact, oui. En fait, normalement, en paléoclimatologie, il faut s'assurer en fait, qu'il n'y ait pas de remobilisation qui fasse la signal climatique ou environnemental. Alors, c'est ça. Prise 2. Moi, j'aimerais savoir comment cette démarche-là avec des artistes vous a peut-être amené à reconsidérer, reconceptualiser votre conception de la vulgarisation scientifique. Et cette question-là s'adresse à la fois aux scientifiques, mais aux artistes qui sont engagés dans des démarches documentaires. Question simple, s'il en est une. Oui, je peux débuter, mais en fait, j'ai fait 2 missions avec Jean-Carlos, entre autres, puis je trouvais que le lien, pour moi, c'est un peu une découverte parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de missions qui se sont faites dans le passé avec des artistes à bord, mais en mon sens, ça avait l'air d'être un peu une forme de nouveauté, puis une ouverture de la part de la science, puis aussi une façon de créer un lien avec les gens qui vont regarder les résultats. Fait que je trouvais que les photos, les textes, puis tout ce qu'on apportait en tant qu'artiste et non scientifique allait juste vraiment créer ce pont-là entre les données pures et dures, les graphiques, puis les statistiques, et le citoyen plus commun qui ne baigne pas forcément dans le domaine des sciences. Fait que pour moi, c'était comme un peu une approche naturelle, puis je trouve que c'était vraiment bénéfique, à la fois pour la mission, mais aussi pour les gens qui vont consulter les résultats, puis ça concerne tout le monde, finalement, là, les études qui sont faites. Donc, voilà, je trouvais que le pont que ça créait était vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est de cette façon-là que je le voyais un peu. Bon, je ne peux pas dire que beaucoup a changé dans ma démarche, mais c'est pour moi personnellement, collaborer avec Danny est arrivé dans ma vie à un bon moment parce que vraiment, comme j'avais dit, je voulais arrêter la photo, c'est plus la peine. J'étais très émotive sur le brise-glace. Donc, en tant qu'artiste, je ne suis pas prête à dire que ça a changé, mais en tant qu'un être humain, ça me donne beaucoup plus de confiance que
d'abord, on peut peut-être changer les choses au niveau politique, au niveau social, mais aussi que peut-être c'est pas si noir que je pensais. Malgré le fait que beaucoup de mes photos sur le brise-glace étaient sombres, je dis sombres. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais à ce moment-là, c'est nouveau ma collaboration. Je suis plus intime. Ça affecte moi et probablement ça va sortir plus tard avec une autre façon de m'exprimer. On verra. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était vraiment un objectif du réseau Québec Maritime de jumeler en fait, des scientifiques avec des artistes pour essayer de faire la science autrement. En fait. Alors, je pense que c'est grâce à l'RQM c'est ça qui nous a permis en fait, d'aller de l'avant avec des projets de ce sort. Et je pense que c'est vraiment très payant parce que ça permet vraiment de vulgariser la science d'autre façon. C'est une bonne question. La vulgarisation, ben, j'en ai fait beaucoup, j'en ai consommé, exposé beaucoup. Si on parle de la plus efficace, si on veut, celle où on est sur le terrain en train de faire, de parler, d'être dans l'action finalement, c'est de loin la plus efficace, celle qui a le plus de sens. Surtout si, parce que tu parles des artistes, mais si ça aurait été la même chose avec un enfant qui pose une question ou ça m'est déjà arrivé aussi, une autre mission où on avait une mission où on déversait du colorant dans l'eau et il y avait clairement quelqu'un qui était intéressé, un fonctionnaire du gouvernement qui était là. Donc là, l'intention est autre. Donc, ce qu'on va chercher avec une démarche artistique est autre, mais donc, pointer l'intention, puis d'être là, on voit l'océan, on voit les choses, bien, ça nous met au même niveau. Donc, le dialogue, il n'y a plus de frein, il n'y a plus, donc ça passe, c'est honnête. Ça, c'est très, très, très difficile à faire au micro d'une émission de radio ou devant une audience comme ça. Vulgariser des choses. On a la chance aujourd'hui de pouvoir montrer, de pouvoir vous amener sur le terrain, mais je vous jure, d'avoir les deux pieds dedans, puis d'être mouillé, puis d'avoir fret, puis d'avoir sué, ça vulgarise fois 1000. Ouais. Je poserais sensiblement la même question, mais pour la recherche. C'est-à-dire que tu dis entrer en relation avec ton sujet de recherche, mais vous êtes en sciences appliquées. Vous avez une posture objective au départ. En tout cas, si je comprends bien, moi, je suis une artiste, ça fait que je suis plus du côté de... Mais fait que je suis curieuse de savoir, en tant que chercheur scientifique, comment entrer en relation avec son sujet de recherche. Pour moi, ça amène toute une dimension subjective. Alors, comment vous vivez ça? Est-ce que ça entre en confrontation avec votre métier, avec votre façon d'appréhender la recherche elle-même? Ou, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ben, il se passe plein de choses, oui. Je dirais d'abord que, en tout cas pour moi, l'activité de recherche puis la science, c'est une construction. Là, on est des humains, c'est fait par des humains. Puis l'objectivité, ben, c'est une quête de standardisation pour communiquer. Puis, donc, forcément, si on voyait le travail de chercheur, on verrait toutes ces négociations, réflexions, dialogues. C'est là. Avec le cœur, avec tout ce qu'on... Oui, des fois, la tête est peut-être plus souvent mobilisée, mais non, le cœur, la fatigue, le découragement, l'excitation d'être proche, tout ça fait partie de la chose, fait partie aussi de... Tu sais, quand on lit un papier scientifique, c'est édité, c'est réfléchi, c'est coécrit, c'est révisé. Donc, quand on lit que ça a été jeté d'un seul élan par une seule personne objective, donc, c'est pas ça. C'est, en tout cas, de mon expérience, la science étant une construction, puis c'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec une démarche artistique. Il y a aussi une rigueur dans l'art. On pense que c'est n'importe quoi, vu de l'extérieur, et puis il y a une totale liberté. Ben non, il y a des codes, il y a des noms de méthodes, il y a des choses qu'il faut respecter, il y a une démarche. C'est extrêmement similaire.
Donc, c'est pour revenir aux conversations qu'on a eues, on était au même niveau. De ce point de vue-là, différentes rigueurs, différentes perspectives, et là, ben, il n'y a pas de décalage finalement. Donc, ça a été extrêmement efficace, très nourrissant, je pense, des deux côtés. En fait, que les artistes sont autant des chercheurs, des chercheuses, et que l'art est un autre mode de connaissance, un autre mode d'appropriation de la réalité, Oui. Mais je peux ajouter que pour les changements climatiques, moi, je lis beaucoup les papiers scientifiques, les articles dans les journaux, j'écoute les podcasts. Je fais beaucoup d'investissements de mon temps pour saisir c'est quoi. Et c'est tellement vaste, changement climatique, ce que j'ai finalement appris. Il y a plein de portes. Une personne n'est pas obligée de tout savoir ou de tout résoudre. Juste ouvrir une seule porte, et pour moi, c'est la glace du fleuve Saint-Laurent. Bon, avant, c'était la transition énergétique, mais maintenant, c'est la glace. C'est tout ce que je veux faire et je veux maîtriser ça. Et ça, m'excite beaucoup parce qu'avec la proximité de Dany et de ses collègues à transformer Action pour le climat, je vois déjà que ça me pique, ça me donne plus d'énergie pour aller plus loin si je n'étais pas à leur côté. Je peux enchérir. J'ai présenté tout à l'heure un graphique qui montre la décroissance de la glace de mer en Arctique. Puis en cherchant, j'ai essayé de trouver une version à jour qui montre le dernier point pour me rendre compte que finalement, même le GIEC qui produit ces figures-là, donc, ne les présente plus, aussi de manière proéminente qu'à l'époque. Donc aujourd'hui, on montre la désoxygénation des eaux arctiques. Donc, on est passé à un autre niveau. Avant, c'était de convaincre que, regardez, là, c'est le canari dans la mine. Ça se passe, puis c'était very likely ou likely, very likely, que c'était causé par l'un, etc. Là, on est passé à un autre niveau. Donc, même dans la construction de la présentation des savoirs scientifiques, l'angle évolue, le niveau de certitude ou d'incertitude évolue. Et ça, tout ça, c'est négocié, c'est évolutif. Et voilà. Donc, ça existe encore, ces données-là. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe plus, mais on a ouvert des nouvelles portes. Les modèles ont mis où les nouvelles données ou les compréhensions ont montré de nouvelles choses. C'est ça qu'on met de l'avant maintenant. Je veux ajouter qu'il y a 2 semaines, Gwenaëlle était ici, sur la scène, et dans sa présentation, je pense le mot qu'elle a répété le plus souvent était le mot « seuil ». Elle a eu ces seuils de concentration d'oxygène, etc. Et en retournant à la maison cette soirée-là, j'ai réalisé que notre espèce a passé à travers plein de seuils avant. Ce n'est pas le seul maintenant. Et oui, chaque fois, il y a les mortalités, et chaque fois, on trouve une autre façon de vivre, on migre ailleurs. Donc, la présentation de Gwenaëlle m'a aidé à réaliser que le seuil n'est pas un mauvais mot. On a une marge de manœuvre, et si on choisit la bonne route, comme j'ai dit tantôt, on a la chance de garder cette planète vivable, et pas seulement pour nous, mais pour tous les autres êtres. Donc, je commence à vraiment aimer ce mot « seuil ». Je ne peux pas dire que je comprends tout, mais je sais que ça, c'est un mot scientifique, et moi, je veux l'interpréter de façon pas juste artistique, mais au niveau social. Nous sommes dans un seuil et on ne sait même pas. Mais on va traverser ce pont et on va arriver. J'aime
j'aime la vision dans ma tête. Je pense que ça va me guider prochainement. Moi, j'ai une dernière question. En fait, je vais poser une question à Jean-Christophe. Est-ce que c'est possible de vivre de la photographie? Réponse aussi simple que Danny, oui. J'imagine qu'il faut être créatif. Hein? Oui, effectivement. Oui, ça se fait, c'est possible. Est-ce que Jean-Carlos t'envisage un changement de carrière? Je ne suis pas fermé. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour la période de questions. Et donc, merci à tous et à toutes d'être venus pour assister à cette conférence. Donc, j'en profite pour vous inviter à la prochaine conférence qui aura lieu le 2 octobre, qui sera présentée par Céline Audet et qui a pour titre « L'omble de Fontaine, cette espèce emblématique de nos pêches récréatives, pourra-t-il s'adapter au réchauffement climatique ?» Donc, merci à vous.